Bienvenue au Salon du Livre de Wallonie. Alors, Jean Jonio, Monsieur Jonio, son œuvre est loin de s'arrêter à nos frontières. Plusieurs de ses livres ont été traduits en roumain, en italien, en ukrainien. Jean Jonio était très proche de l'écrivain et académicien Jacques de Decker, qu'il a rencontré pour la première fois à Mons en 1970. C'était au début, si je ne m'abuse, de vos études d'interprète en langue russe et espagnole. Écrivain et journaliste littéraire, Jean Jonio se consacre à l'écriture, nouvelles, romans, chroniques littéraires. Il est montois de cœur. Là, je n'abuse pas, vous êtes bien montois de cœur. Enfin, je répondrai. D'accord. Car il a passé 10 ans de sa vie à Mons, de par ses humanités de latin grec à l'Athénée, en faisant sa licence en traduction à l'université de Mons, langue russe et espagnole. C'est en parlant théâtre, littérature et cinéma que le professeur et l'étudiant ont commencé une amitié qui ne s'est éteinte qu'à la mort de celui-ci, qui fut également un collaborateur indispensable de la revue Les Cahiers internationaux du symbolisme, dont l'école d'interprète de Mons est l'éditeur. Jean Jonio va ici évoquer quelques souvenirs montois de cette complicité cinquantenaire. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, j'avais préparé un petit texte pour être sûr de ne pas oublier certains éléments, mais dans les 20 minutes qui me sont imparties, il sera impossible de dire tout ce que j'aurais envie de dire pour évoquer la mémoire de Jacques de Decker, et je remercie les organisateurs de ce festival du livre de Wallonie d'avoir pensé à évoquer la figure de Jacques de Decker. Alors, comme cela a été dit, j'ai rencontré pour la première fois Jacques de Decker en 1970, au moment où je commençais des études d'interprète. J'avais à ce moment-là 16 ans, Jacques de Decker on a toujours 9 ans de plus que moi, il en avait 25 et me donnait déjà l'impression, lorsque j'étais étudiant sortant de l'Athénée de Mons, que l'on a évoqué aussi, j'avais le sentiment de me trouver devant une personnalité tellement riche, tellement érudite, tellement attentive aussi à l'enseignement qu'il prodiguait, et pas seulement aux élèves, aux étudiants à qui il enseignait, mais aussi à l'ensemble de la communauté de l'école d'interprète de Mons. Par la suite, pendant les 50 ans au cours desquels nous nous sommes fréquentés, j'ai évidemment eu l'occasion de découvrir de multiples facettes de l'œuvre de Jacques, parce que c'est avant tout un écrivain, et c'est en tant qu'écrivain qu'il a réalisé tout ce qu'il a réalisé. Que ce soit l'enseignement, que ce soit l'écriture, évidemment, mais non seulement l'écriture romanesque ou théâtrale, mais également l'écriture d'articles et de critiques littéraires ou d'articles culturels dans le journal Le Soir. À l'approche du centenaire de l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique, dont il était devenu le secrétaire perpétuel, il m'avait demandé de rédiger la notice biographique le concernant qui allait figurer dans le livre du centenaire. J'ai eu l'occasion de lui donner les 5 feuillets de cette notice avant son décès, avant la parution évidemment, et une des manières peut-être de le présenter est de vous lire le message qu'il m'a envoyé après avoir lu la notice biographique que vous trouverez sur le site de l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique maintenant. Après avoir lu ces 5 pages, qui étaient évidemment un condensé, à nouveau impossible de dire tout ce qu'on pourrait dire sur Jacques sans y consacrer tout un livre ou plusieurs livres, il m'écrivait « Quelle injection d'énergie fraternelle ! J'arrive à un âge où on se demande ce qu'a pu avoir pour sens cette agitation qu'on appelle une vie. Et là, en 3 feuillets, voilà la feuille de route révélée. Elle a eu un cap, cette croisière, révélée par un témoin premier, et du coup, la mesquinerie envieuse, la crainte du malentendu, l'angoisse de la parole perdue, envolée, oubliée par l'écoute attentive et complice. 1000 fois merci. Alors, lorsque j'ai reçu ce message, j'ai évidemment été extrêmement ému de le lire, mais également en le relisant maintenant devant vous,
je peux témoigner de cette espèce d'angoisse que Jacques pouvait avoir sur le fait de n'être pas entendu ou de ne pas dire avec suffisamment de force et adresser à un public suffisamment large les nombreux messages que lui inspirait l'actualité littéraire, la vie politique, la vie sociale, la vie culturelle dans un pays, la Belgique, qui était un pays dont il était le seul à pouvoir traverser les frontières linguistiques et culturelles avec une aisance et en étant reconnu des deux côtés de la frontière linguistique. On sent dans ces quelques lignes cette angoisse qu'il avait de ne pas avoir fait assez, de ne pas avoir été entendu ou de ne pas avoir été compris. Et je pense que c'est un aspect de Jacques de Decker auquel on devrait prêter davantage attention maintenant que le deuil est passé et que l'on examine un peu de plus près ce qu'il a fait et écrit. Et à cet égard, je voudrais donner 2 exemples. Le premier est la revue Marginal. C'est une revue qu'il a créée, ou plutôt réinventée en 1998, lorsqu'il a succédé à Albert Aiguepars au siège numéro 8 à l'Académie royale de langue et littérature. Comme vous le savez, les discours de réception à l'Académie sont composés de telle sorte que le nouveau venu rende hommage à son prédécesseur. La tradition veut que ce soit un discours théorique, un discours plutôt d'essayiste que de proche de celui à qui on succède. Dans le cas de Jacques, il y avait une proximité et une complicité intellectuelle avec Albert Aiguepars qui était très forte, à tel point que, dans son discours, il a indiqué que, plutôt que de se limiter à ce discours de réception, il allait ressusciter la revue Marginal à laquelle il a donné une nouvelle impulsion en faisant un instrument, et là on voit la générosité de Jacques de Decker et sa curiosité pour l'autre, en faisant un instrument qu'il mettait à disposition de la communauté des écrivains de la communauté française de Belgique, des écrivains francophones, mais pas seulement. En effet, dans la revue Marginal, 3 rubriques sont prévues. L'une qui est le dossier du trimestre, c'est-à-dire un sujet que Jacques de Decker imposait aux auteurs qui voulaient écrire des nouvelles ou des fictions courtes à propos de ce sujet. La deuxième partie s'appelait La Rose des Vents, et permettait à des écrivains non francophones, et en particulier les flamands, de pouvoir faire paraître en traduction française des fragments d'œuvres qu'ils publiaient de l'autre côté de la frontière. Le troisième volet, qui est aussi le signe de cette générosité naturelle, viscérale de Jacques de Decker, s'appelait Chantier et fragments, et donnait l'occasion aux auteurs en cours d'écriture de faire déjà connaître des fragments de ce sur quoi ils étaient en train de travailler. Alors cette dimension-là de cette revue a aussi permis de faire publier et de faire connaître des écrivains débutants. Nous avons eu le cas, donc, en 2009, Jacques de Decker m'a demandé d'être le rédacteur en chef de la revue. Donc pendant 11 ans, j'ai travaillé en étroite proximité avec lui sur ce travail de directeur de revue. Et pendant les 11 ans, nous avons eu l'occasion d'observer que des nouveaux écrivains, inconnus au bataillon, proposaient spontanément des textes, que Jacques et moi, évidemment, nous lisions attentivement et que nous avons publiés pour certains. Les auteurs de ces textes-là sont pour certains devenus aujourd'hui, 15 ans après, des écrivains confirmés. Je ne citerai qu'un seul d'entre eux, Kenan Gorgun, que vous connaissez sans doute, et qui a été, non pas lauréat du prix Rossel, mais présélectionné au prix Rossel il y a 2 ans déjà. Par ailleurs, la revue permettait aussi de mettre en évidence des écrivains dont les publications sont parfois trop discrètes ou sont difficiles à faire connaître au public. Et cela permettait aux écrivains d'avoir dans leur notice bio-bibliographique une série de publications dans une revue littéraire qui était quand même une revue littéraire de haut vol. Alors voici un exemple de cette générosité de Jacques. En ce qui concerne l'angoisse de Jacques,
je voudrais quand même témoigner ici du fait que à chaque livraison de Marginal, il s'inquiétait de savoir si un tel ou un tel allait envoyer un texte. Il s'inquiétait de savoir si tel écrivain dont les chroniques paraissaient de façon quotidienne dans les journaux allait consacrer un peu de temps ou un peu d'énergie à quand même donner un texte pour la revue Marginal. Et même s'il en parlait relativement rarement, je sais, pour en avoir été témoin, qu'à certains moments, il a été déçu de ne pas recevoir certains textes de certains vers lesquels je m'étais moi-même tourné en direct pour insister sur le fait que ce serait quand même bien qu'il produise un texte pour la revue Marginal. Mais Jacques, évidemment, n'a jamais évoqué cette dimension-là de la revue Marginal que j'évoque d'ailleurs pour la première fois. Alors, je voudrais, comme nous avons peu de temps, et je voudrais vous laisser peut-être la possibilité de poser l'une ou l'autre question, j'aimerais raconter deux anecdotes qui concernent Mons, qui concernent l'université de Mons, et qui concernent les débuts d'un jeune professeur qui s'appelle Jacques de Decker, et qui a débarqué en 1969, si je ne me trompe, comme jeune et nouveau professeur au département de néerlandais, chargé de donner les cours de littérature néerlandaise et flamande aux étudiants de l'école d'interprètes de Mons. Alors, bien sûr, ces cours étaient brillants, c'était des cours érudits, c'était des cours accessibles, il avait un sens aigu de la pédagogie que l'on voit d'ailleurs dans ses articles. Je vais lire des articles dans le Soir de Jacques de Decker pour voir qu'il avait non seulement le sens de la formule, mais il avait le sens de l'analyse, il avait le sens de ce qui était important et de ce qui l'était moins, et également le sens de l'aphorisme. Si vous relisez ces articles, vous pouvez voir que dans la plupart, vous pouvez isoler une phrase qui devient presque un aphorisme consacré à l'importance de la littérature, de la culture, de la connaissance de l'autre et de la tolérance. Mais revenons à l'anecdote. Alors cette anecdote est la suivante. En 1969, il débute donc ses cours de néerlandais. En 1970, il se fait que je commence mes études en russe et espagnol, donc je n'ai jamais eu cours directement avec lui à l'école d'interprète. Mais Jacques s'intéressait à tout le monde. Et donc, à partir du moment où on avait eu l'occasion de bavarder avec lui d'un sujet, cinéma, théâtre, culture, vie politique, etc., il avait l'art de s'intéresser à vous, même aux petits étudiants débutants qui avaient tellement peu à lui dire par rapport à ce que lui était capable de transmettre. Et l'exemple que je vais vous donner, c'est que plutôt que de donner simplement des cours, Jacques de Decker avait déjà l'art d'inventer. Et d'inventer, ce fut le cas en 1970, ce qui a été une première mondiale dans le monde du théâtre mondial, qui est la création dans cette école d'interprètes d'un spectacle qu'il a appelé Molière polyglotte, dont le dispositif était le suivant. Dans l'école d'interprète, il y avait un local qui était destiné à la pratique de l'interprétation simultanée. Donc vous aviez un espace comme celui-ci, le public était installé là, et à l'arrière se trouvaient des cabines d'interprétation. L'idée absolument étonnante de Jacques a été de profiter du 350e anniversaire de la mort de Molière pour mettre en scène dans des langues différentes une scène de différentes pièces de Molière. Comment choisir les langues? Don Juan était joué sur scène dans la traduction espagnole, les Fourberies de Scapin étaient jouées en italien, Tartuffe était joué en anglais, le Bourgeois gentilhomme en russe. Tandis que les étudiants jouaient la scène traduite sur scène, des interprètes jouaient la scène originale en français dans les cabines d'interprétation. Et ça a donné une manière de créer une émulation à l'intérieur de l'ensemble de cette école d'interprètes entre les différents départements des langues. Mais ça démontrait aussi ce que Jacques de Decker a voulu faire en ne choisissant pas une carrière académique, ce qu'il aurait pu faire. Ses maîtres à l'ULB, Heinz Weisgerber et un deuxième dont le nom m'échappe maintenant, étaient convaincus que Jacques allait faire une carrière de doctorant, de professeur, de recteur à l'ULB en matière de littérature et de langue germanique. Lui n'a jamais voulu faire ça, il voulait être sur le terrain, il voulait être dans la pratique, il voulait être dans l'innovation. Et l'innovation, il l'a trouvée à l'époque dans cette école d'interprètes de Mons, qui était une des 3 meilleures écoles d'interprètes en Europe, avec Genève et Anvers. Voilà pour la première anecdote. La deuxième est beaucoup plus courte, mais elle montre aussi la générosité de Jacques à l'égard de ses étudiants et à l'égard du corps enseignant.
Vous vous souvenez peut-être que dans les années 70 est sorti le film Orange Mécanique de Stanley Kubrick, qui était inspiré d'un livre d'Anthony Burgess, A Clockwork Orange, qui avait été magistralement traduit par Georges Belmont et Hortense Chabrier dans l'édition Robert Laffont, qui était la première édition en français. La difficulté de la traduction de ce roman est que Anthony Burgess a inventé une langue qui est un mélange de russe, un mélange d'anglais, un mélange d'autres langues, qui constituait le langage codé des 5 voyous qui constituaient le gang, qui était le sujet du livre et du film. Alors, Jacques de Decker s'est dit, tiens, mais voilà un exercice de traduction passionnant pour ces étudiants que je côtoie tous les jours. Je vais téléphoner à Hortense Chabrier et Georges Belmont pour leur demander de faire une conférence. Et il a inauguré ainsi un cycle de conférences magistrales sur la traduction littéraire donné par les praticiens de la traduction littéraire. Je garde le souvenir de cette conférence comme étant un moment de grâce dans l'apprentissage d'un métier, qui est d'avoir des pairs inaccessibles qui viennent se rendre accessibles et sont interviewés par Jacques avec la manière que vous lui connaissez, qui était une manière simple, accessible et d'une générosité sans qualificatif identifiable. Voilà, merci pour votre attention. Peut-être avez-vous des questions sur Jacques, que vous voyez là, devant évidemment une caisse de livres, qui est une boîte à livres qui se trouve à Uccle, en face du centre culturel d'Uccle, où il animait un autre salon du livre belge, qui maintenant n'existe plus. Eh bien, je propose à François Xavier, merci. Et je reprends ma bouteille. Je reprends la parole une toute petite minute. Alors, François-Xavier Lavenne, vous êtes spécialiste de Céline, auquel vous avez consacré une thèse de doctorat. Vos recherches s'inscrivent dans le cadre des études de l'imaginaire et de la poétique du sujet. Vous travaillez plus particulièrement la question de l'expérience et de la représentation de la temporalité, ainsi que celle des imaginaires mythiques. Vous vous intéressez également aux lieux de mémoire et en particulier aux maisons d'écrivains. Vous êtes docteur en langue et lettres, collaborateur scientifique de l'Université catholique de Louvain. Je vais en passer parce que sinon, on a bien compris que vous étiez quelqu'un de très diplômé. Vous êtes chercheur au Centre de recherche sur l'imaginaire et directeur de la Fondation Maurice Carême. J'ai le plaisir de vous passer la parole. Un grand merci à vous, et c'était une grande émotion de pouvoir entendre cet hommage à Jacques de Decker. Et je vais parler d'un sujet qui lui tenait particulièrement à cœur, l'œuvre d'Henri Verne. Vous savez que Jacques Decker était convaincu par l'importance extraordinaire de cette œuvre d'Henri Verne. Il avait l'habitude, pendant un certain temps, à l'approche du centenaire d'Henri Verne, de réunir un petit groupe dont j'avais la chance de faire partie avec Jean Geniot, qu'il avait baptisé le Commando Morane, pour soutenir la reconnaissance de cette œuvre. Et malheureusement, donc, Henri Verne nous a quittés le 26 juillet 2021. Je crois que beaucoup d'entre nous ont vu une page de leur jeunesse se corner. Parce que Henri Verne, ce sont sans doute les premiers livres sans images que nous avons lus. Et Henri Verne a fait véritablement découvrir à la fois la lecture et le monde à des générations de petits francophones, et il a imprégné leur imaginaire avec ses Bob Moran qui paraissaient à un rythme absolument incroyable. Au départ, le rythme de 4 aventures par an. Alors, si Bob Moran a imprégné l'imaginaire collectif des petits francophones, il faut remettre ce succès des Bob Moran dans le cadre de l'aventure éditoriale de Marabout. Peu de gens le savent, mais le livre de poche francophone a été inventé en Belgique à Verviers. C'est l'éditeur Marabout qui a créé une adaptation des Penguin Books anglais, bien avant que le livre de poche ne paraisse à Paris.
Et ce qui est fantastique chez Marabout, c'est d'abord l'apparition d'un marketing extrêmement innovant. Vous savez que ces livres étaient très beaux, très bien illustrés, très pratiques aussi, pour pouvoir les emporter absolument partout. Ils avaient une politique extrêmement innovante vis-à-vis des libraires. Et puis aussi, l'intelligence de Marabout a été de développer de multiples collections. Et parmi ces collections, il y en a une qui s'appelle Marabout Junior. Sans doute pour la première fois dans l'histoire éditoriale francophone, un éditeur se dit qu'il va cibler une catégorie très précise du public, la jeunesse. Et pas de manière théorique, il va s'intéresser à la jeunesse de ce temps, en essayant de comprendre sa sociologie, ses goûts, son évolution. Et cette série, cette collection, Marabout Junior, va commencer par publier des biographies, mais pas du tout des biographies de grands hommes historiques, non, des biographies d'aventuriers. Et puis, ils vont sentir qu'il faut un héros qui puisse incarner les valeurs de cette collection, qui puisse être un modèle pour ces jeunes gens. Et ils vont se tourner vers Henri Verne, vers Charles de Wim, pour lui demander de créer un héros. Alors, qui est Charles de Wim à cette époque-là ? C'est déjà quelqu'un qui a une carrière assez longue, il est journaliste, il a déjà écrit, mais de manière assez confidentielle, et ses romans, je vous invite d'ailleurs à découvrir l'œuvre d'Henri Verne avant Henri Verne, ce sont des romans passionnants, mais des romans noirs, des romans apocalyptiques, extrêmement durs, par exemple La Belle Nuit pour un homme mort, c'est remarquable. Et donc, Henri Verne, qui a tout déjà un passé d'écriture, va soudain changer de style et va inventer Bopp Morane. Le succès va être foudroyant. Dès la parution de La Vallée infernale en 1954, eh bien, Bopp Morane est un succès, rencontre directement son public, et l'anecdote est assez drôle. Au moment où Henri Verne a rendu son premier Bopp Morane, il est parti pour l'Amérique du Sud. Vous savez qu'Henri Verne est un grand bourlingueur, et voilà que les éditeurs de Marabout essaient de le contacter pour lui demander de nouvelles aventures. Et donc c'est quand il arrivera dans les Caraïbes qu'enfin le télégramme lui parvient, et il va devoir écrire extrêmement rapidement, depuis le bateau, les volumes suivants des aventures de Bopp Morane. Et ce qui est remarquable chez Henri Verne, c'est qu'il a cette capacité à sentir d'instinct ce qui va faire fonctionner l'imaginaire de son jeune public, ce qui va les faire rêver. Par exemple, dans une de ses interviews, il dit que lors de ses vacances, il avait expérimenté la plongée sous-marine. Et immédiatement, en expérimentant la plongée sous-marine, il s'est rendu compte que, dans le fond, tous les adolescents avaient envie de faire ça, mais on est dans les années 50, très peu avaient eu l'occasion de faire de la plongée sous-marine. Et immédiatement, il utilise ce nouveau sport qu'il a découvert dans une de ses aventures, la galère engloutie. Et c'est aussi cela qui va permettre à la série de durer tellement longtemps. Parce que Henri Verne donc, sent ce qu'attend son public, mais il sent aussi l'évolution de la jeunesse. Et en particulier, il a compris que les adolescents de la fin des années 60, les adolescents de l'après-mai 68, n'ont plus les mêmes attentes que les jeunes gens des années 50. Et si vous regardez l'histoire des séries Marabout, Marabout a lancé énormément de séries à la suite du succès de Bopp Morane. Eh bien, toutes ces séries lancées à la suite du succès de Bopp Morane vont toutes connaître un coup d'arrêt brutal aux environs de mai 68. Toutes, sauf une, la première, Bopp Morane, parce que Henri Verne va avoir cette intelligence de réussir à réinventer sa série. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir apparaître des Bopp Morane un peu différents. Des Bopp Morane dans lesquels est présent le polar, où il y a de la science-fiction, où il y a du fantastique. Et si Henri Verne peut faire cela, c'est parce que ces éléments de fantastique, ces éléments de science-fiction sont présents dans la série dès le départ. Il aura simplement à renforcer des ingrédients qui sont présents à l'intérieur de la série. Et ça, je crois que c'est une des grandes caractéristiques de Bopp Morane, c'est l'éclectisme de cette série. Quand vous parcourez la série des Bopp Morane, vous avez une véritable anthologie de tous les genres possibles de la littérature populaire et de jeunesse. Vous allez trouver évidemment des aventures exotiques. La majorité des premiers Bopp Morane sont ce genre-là, mais vous allez aussi trouver du polar, du roman d'espionnage, de la science-fiction, du fantastique, de la fantasy. Alors,
qu'est-ce qui fait l'unité de cette série? Alors, cette diversité, c'est évidemment merveilleux, parce que c'est ce qui a poussé des générations à aiguiser leur curiosité littéraire. Avec Bob Moran, vous découvriez de nouveaux genres et il ouvrait de nouvelles portes à la curiosité de ces jeunes lecteurs. Mais qu'est-ce qui fait l'unité de cette série, dont le héros peut aussi bien se retrouver au cœur d'une jungle birmane ou d'un désert, mais peut aussi se retrouver dans une soucoupe volante ou à se battre contre des dinosaures ou contre des êtres un petit peu fantastiques comme les crapauds de la mort? Qu'est-ce qui fait l'unité de cette série? Mais l'unité, ce sont les valeurs que défend Bob Moran. Bob Moran, c'est un héros extrêmement particulier. Ce n'est pas simplement un collectionneur de plaies et de bosses, ce n'est pas qu'un baroudeur. C'est quelqu'un, et je crois que les jeunes lecteurs le sentent très bien, pour qui l'aventure est quelque chose de plus profond. Et Bob Moran est la réincarnation, en fond, des chevaliers errants du Moyen-Âge, ces chevaliers qui aidaient, qui voulaient sauver la veuve et l'orphelin. Pour Bob Moran, ce sera plus souvent l'orpheline que l'orphelin. Et Bob Moran, c'est aussi un héros qui est un héros généreux, pour qui l'aventure n'est pas un but. Le but, ce n'est pas simplement de trouver un trésor. L'aventure, c'est une sorte de quête existentielle qui porte des valeurs éthiques, parce que l'aventure, c'est essayer d'être généreux, de donner de soi-même pour les autres, de se mettre en danger pour les autres. Et puis, c'est aussi une manière de vivre aux aguets. Bob Moran a cette sensation que le sens de la vie, eh bien, c'est d'arriver à vivre ces moments, que c'est dans les moments où la vie est peut-être en danger qu'elle apparaît la plus belle et la plus forte et la plus nécessaire à protéger. Donc l'homme doit prendre des risques pour essayer d'aider les autres. Et en faisant cela, il expérimente la véritable fraternité. En outre, l'aventure dans les Bob Moran apparaît comme ayant un grand pouvoir, c'est celui de faire disparaître les classes sociales. Et Bob Moran est extrêmement attentif à cela. Un simple porteur ou un milliardaire, comme son ami Frank Reeves, sont sur un pied d'égalité à partir du moment où le danger fond sur eux et chacun devient responsable de la vie de l'autre. Et ceci vous fait apparaître un petit peu les valeurs de Bob Moran, des valeurs extrêmement contemporaines, puisque Bob Moran nous apparaît comme un anticolonialiste. Dans les années 50, c'est quand même assez rare d'avoir un héros anticolonialiste qui prend toujours le parti des peuples dits primitifs, dont il admire la sagesse contre les civilisés. C'est aussi un héros écologiste avant l'heure, qui est très sensible aux dangers que la civilisation et le progrès font peser sur les milieux naturels. Il est sensible à l'épuisement des ressources naturelles et il rêve de vivre dans le fond une vie un petit peu plus simple, proche de la nature. Et donc c'est cette vision aussi d'un héros qui est un héros guide, qui va intervenir dans la vie de jeunes gens pour essayer de les sortir du danger et de leur permettre de vivre une vie plus apaisée. Je crois que c'est un des traits caractéristiques de la série, c'est que Bob Moran, c'est aussi un héros pacificateur. Et je crois aussi que ce qui explique l'énorme succès de cette série, c'est le style d'Henri Verne. Henri Verne est quelqu'un qui a un style extrêmement beau, avec un art de la description. Et pour vous le montrer, je voudrais vous lire simplement un petit passage qui vous montrera comment Bob Moran a fait découvrir le monde à des générations d'adolescents. C'est un extrait qui est sorti de la Marque de Cali. Le soleil se couchait sur Calcutta, changeant l'ougli, indécent bras du Gange, ce fleuve sacré, en une gigantesque coulée de soufre taché seulement par les voiles noirs des jonques, ramenant les travailleurs des lointaines rizières. De son perchoir, sans même devoir se lever de sa chaise longue, Moran voyait s'allumer les feux dans ses quartiers populaires, le delta du Gange tout entier flambé sous les derniers rayons du soleil. On voit que non seulement Henri Verne a su inventer des histoires et être quelqu'un qui a embrasé l'imaginaire de la jeunesse, mais il a aussi donné le goût des mots, le goût de ce style, de cette langue extrêmement belle et de cet art de la description qu'il maniait vraiment comme un peintre. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions ou peut-être des souvenirs qui vous viennent de lecture d'Henri Verne. Oui. Vous avez parlé de Bob Moran dans l'imaginaire, donc il
Oui. Quelle est la part dans l'imaginaire de son acolyte? Alors oui, donc tout héros a besoin d'un faire-valoir. Alors, curieusement, Henri Verne va longtemps hésiter sur le choix de ce faire-valoir. Bill Ballantine, hein, donc, qui est le héros qui accompagne, le personnage qui accompagne généralement Bob Moran, apparaît dans la première aventure, et puis ensuite il va mettre du temps à s'imposer, et Henri Verne va essayer d'autres personnages. Il va essayer par exemple Alan Wood, Frank Reeves, le professeur Clérambault. Et puis progressivement, on va voir que c'est Bill Ballantine qui va apparaître comme étant le complément naturel. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que Bob Moran, si je devais utiliser une catégorie de héros, il est du côté apollinien. Bob Moran, c'est un homme de la raison, de la mesure, qui correspond au modèle grec du Panukalos Kagatos. Vous savez, ces hommes, le modèle grec du Panukalos Kagatos, c'est l'homme qui développe aussi bien son corps que son esprit et qui cherche la beauté et la bonté morale sous toutes ses formes. Donc, Bob Moran apparaît comme un héros de la rationalité, qui est un homme cultivé, qui aime toujours aller rencontrer les savants avant de se lancer dans une aventure, ou bien escorter des savants. Donc il y a une grande importance des experts. Et pour Bob, le muscle doit toujours venir comme adjuvant du cerveau. Et donc Bob Moran a comme acolyte Bill Ballantine, qui lui serait plutôt du côté dionysiaque. Bill Ballantine, c'est la force brute dans toute son expression, c'est l'homme de tous les excès, y compris les excès de la boisson. Et cela crée évidemment quelque chose de très drôle d'avoir le contact de ces deux personnages indissociables. Et alors, il y a aussi quelque chose de très intéressant dans la personnalité de Ballantine, c'est que Ballantine est le seul personnage de la série qui connaisse ce que personne ne connaît de Bob Moran. Nous savons que Bob Moran a été un héros de la Deuxième Guerre mondiale, un héros de la RAF. Bill Ballantine, il l'a connu à ce moment-là parce que Bill Ballantine était mécanicien de la RAF. Et on sait que Bob Moran, après quelque chose qu'on devine comme étant une guerre très héroïque, s'est retiré de l'armée. Et en réalité, Bob Moran, c'est quelque part un anarchiste dans l'âme. En se retirant de l'armée, il a décidé de ne plus jamais devoir obéir à quelqu'un et de ne plus jamais devoir commander quelqu'un. Et c'est cela qu'exprime ce qui est la blague habituelle entre Bob et Bill. Hein. Bill Ballantine dit « Voyons, commandant », et puis Bob Moran lui répond « Mais voyons, ne m'appelle plus commandant, tu sais bien que je ne commande plus personne. » Et évidemment, Bill Ballantine directement lui répond « Oui, commandant ». Donc cela exprime, je vous ai dit, les valeurs, donc un Bob Moran qui est un antimilitariste, un anticolonialiste, et qui donc a quitté l'armée et décidé de mener son existence aventureuse au service des autres et au service de valeurs qu'il a choisies. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est un peu Don Quichotte et Sancho Panza. C'est tout à fait, voilà, trouver un équilibre entre... Et un peu, ça me fait penser aussi un peu un Tintin et un Capitaine Haddock et un Tintin musclé. Oui, voilà, tout à fait. Il y a la même chose de. Alors, curieusement, Henri Verne n'appréciait pas beaucoup l'œuvre d'Hergé, mais à nouveau, voilà, on a, du moins à ma connaissance. Voilà, on a aussi, comme pour Tintin et le Capitaine Haddock, oui, voilà, le complément idéal. Et à nouveau, Hergé a mis du temps avant de trouver le personnage d'Haddock. Et on voit bien qu'à partir du moment où il a trouvé ce complément idéal, d'autres personnages vont perdre d'importance. Par exemple, Milou, qui va se taire de plus en plus. Une question ? Est-ce que vous avez encore des questions ? C'était là. Monsieur Cox. Je pense, oui. Enchanté. Je vais faire bref cette fois-ci. Oui. Ça vous va? Okay. Mais bon, je ne suis pas un spécialiste, hein, donc je ne serai pas comme. Je serai très bref. Alors, bon, je ne sais pas si je vais encore vraiment vous présenter, mais vraiment du dessin humoristique tout public, Daniel Cox régale de gags les lecteurs de l'Agent 212 depuis quelques années déjà. 74. On peut le dire. Alors, Cox est évidemment un maître du dessin et de l'humour dont le succès populaire ne s'est jamais démenti. C'est quand même une vérité
Alors, à 18 ans, Cox publie ses premiers dessins dans le mensuel Samedi Jeunesse, pour ceux qui ont petits souvenirs. Et le grand tournant de sa carrière se produit lorsqu'il fait la rencontre de Peyo et de Cauvin dans les années 70. Je vous cède la parole. Ah, c'est gentil. Oui, bon, je ne suis pas un spécialiste, je suis ici en tant qu'ami, collaborateur de Raoul Cauvin. Et bon, j'ai rencontré Cauvin en 1974 pour faire un essai sur ses scénarios. Et donc, en fait, c'est Peyo qui m'a poussé à aller chez lui, parce que je devais travailler pour le studio Peyo pour faire des Schtroumpfs. Et à l'époque, Peyo avait énormément de retard sur son dessin animé, donc il m'a proposé de faire rencontrer Cauvin. Et j'ai rencontré Cauvin au labo photo de chez Dupuis, à l'époque rue de Livourne, à Bruxelles. Et en fait, ça s'est très bien passé. Cauvin m'a dit, bon, ben, je vais faire un essai, on va donner 2 planches, donc 2 pages, un gag en 2 pages, et il m'a fait, en une semaine, 2 pages, avec un agent de police. Donc j'ai fait ces 2 pages, et par la suite, bon, j'ai recontacté Peyo qui me dit, bon, j'ai pris du retard, il faudrait peut-être continuer un peu votre série, là, avec ce petit policier. J'ai dit, bon, ben, ok, bon, on a continué, on a fait 4 planches. Par la suite, bon, ben, le retard était encore plus important, donc j'avais 6 planches. Et alors, par la suite, donc, j'ai un trou. Donc, j'ai continué, et il y a eu une demande chez Dupuis dans le journal de Spirou, parce que l'agent paraissait et paraît toujours d'ailleurs dans le journal de Spirou. Et donc j'ai eu une demande, on m'a demandé de continuer. Et j'ai continué l'agent en pensant faire 12 planches. Et aujourd'hui, ça fait 47 ans que je dessine l'agent. Mais tout ça pour dire que quand j'ai rencontré Cauvin, c'était quelqu'un que je n'oublierai jamais, à qui j'ai une complicité énorme qui dépassait le milieu professionnel, c'est quelqu'un de très... C'est l'émotion qui me monte déjà, c'est pas possible. Je peux pas en parler, c'est dramatique. Mais c'est parce que on a travaillé 47 ans ensemble, et c'était... On a eu que des bons moments. Comme je disais tout à l'heure à quelqu'un, quand je lui écrivais, je l'appelais mon lapin. Il m'appelait mon chéri. Mais c'était comme ça, c'était entre nous. C'est un peu, je dirais, mon deuxième père. Mon père, j'ai perdu assez jeune, mais mon père était lancier en 14-18, donc j'ai perdu un peu plus jeune. Mais donc Raoul avait que 13 ans de plus que moi, mais malgré tout, il était un peu... il a connu mes peines et tout, tout ce que bon, on se parlait beaucoup, et le métier, il passait à la limite sur le côté à la fin. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire qui avait un talent fou, qui était malheureusement très critiqué, comme les gens qui font du tout public, comme pour le cinéma avec De Funès et tout, ce sont des gens qu'on critiquait beaucoup, pas tout le monde. Mais parce que Cauvin est quand même quelqu'un qui a vendu 50 millions d'albums, et qui parvenait à un certain moment à faire 12 séries de front. Sur une année, il sortait 12 albums, et d'une certaine qualité, on peut le dire. Je citerai Les Tuniques Bleues, Cédric, Les Femmes en Blanc, Pierre Tombal, les Psys, les Paparazzi, Cupidon. Il a commencé d'ailleurs dans les années 60 avec Claire Bretécher. Il a fait quelques gags avec elle, et par la suite il a travaillé avec Savério sur les Tuniques Bleues. Malheureusement, Savério est décédé à 38 ans d'un infarctus. Et c'est Lambil qui a repris le flambeau dans les années 70, début 70, oui. Et donc il y avait Samy avec Berck. Et moi je suis arrivé,
Je vais pas dire en culotte de course parce que j'avais 22 ans. Et c'était en octobre, donc c'était pas il faisait plus frais. Excusez-moi, mais j'ai du mal. Vous avez entendu vraiment avec beaucoup d'attention, mais je me sens très mal parce que je parle tout simplement de bande dessinée très, très simple. Et donc, quand vous parliez, je t'occupe à me décomposer, pour tout vous dire. En me disant, qu'est-ce que je fais ici? Non, mais c'est vrai. Mais bon, je parle de quelqu'un que je connais très très bien. Donc on m'a demandé de faire un petit mot sur Raoul, et que là, je peux dire que je le connaissais à fond. Vraiment, sa femme me disait encore la semaine passée, oh vous deux, quelle histoire. Ben oui, parce que la plaisanterie, c'était... Bon, Cauvin, ce qu'il n'aimait pas, quand on allait, par exemple, au festival, le repas du soir, il dit, bon, celui-là, il parle de boulot, on va pas là, on va pas à cette table. C'était la plaisanterie tout le temps, et on aimait rire et parler très peu de boulot. Bon, parler boulot, on avait le temps en semaine, et voilà. Mais c'était quelqu'un de très généreux, très simple, très abordable. Et moi, je pourrais dire que du bien. Même si à la fin, j'ai un peu travaillé, je lui ai proposé, bon, je peux le dire, bon, j'ai travaillé, à un moment, il m'a laissé faire les scénarios de la série pendant quelques années. Bon, encore maintenant, je fais, parce qu'on me demande toujours, maintenant, que fais-tu, que vas-tu faire? T'as plus de scénariste? En fait, ça fait 13 ans que je fais les scénarios de l'agent, mais je signais toujours Cauvin, mais tous mes plans, tous les gars Cauvin, quoi. Personne ne le savait. Aujourd'hui, bon, bah, ça peut s'ébruiter, mais je le faisais pas pour tirer la couverture vers moi, mais c'était parce que, bon, bah, Cauvin aimait bien ce que je faisais, et c'était, quand il m'écrivait, enfin, quand je lui envoyais mon scénario, il répondait, j'ai bien rigolé et tout, c'était une récompense. Aujourd'hui, je fais le scénario, je suis un peu triste parce que je peux pas lui envoyer. Et donc, je suis un peu perdu. Voilà. Mais voilà, c'est pour vous dire, c'est quelqu'un de super. Je crois que personne ne dira de mal de lui. J'en connais aucune personne. Il a fait énormément. Et je crois que bon, ce qu'il a laissé derrière lui, quand même, c'est pas mal. Enfin, je suppose que vous connaissez tous un peu Cauvin. Enfin, c'est difficile de ne pas le connaître. Et voilà, bon, je vais pas vous demander si vous avez des questions, parce que je suis très... Non, voilà. Voilà, c'est... Pardon ? Parce que je voudrais vous poser une question, parce que j'ai connu d'autres dessinateurs de bande dessinée, je fais de la photo, donc j'étais... Oui. Et c'est vrai qu'il régnait un esprit de famille, je crois qu'à l'heure actuelle, on parviendra à faire ça. Excusez-moi, avec les masques, c'est... Mon masque, comme ça, ce sera plus facile. Oui, je dis qu'il régnait un esprit de famille au sein de la bande dessinée. Attends, pour les auteurs, entre auteurs. Oui. Ah, oui, mais non, mais c'est clair. Mais bon, moi j'ai connu les. Pardon ? C'est différent maintenant. Mais oui, de toute façon c'est différent, mais on va dire que c'était mieux avant, on le dira toujours. Mais non, mais c'est vrai que moi j'ai connu l'époque Robat, Peyo, Franquin, Tillieux. Je les ai rencontrés, j'ai mangé avec JG. Qui était un vrai gamin, un vrai gamin, vraiment. Et ils avaient une mentalité, enfin, je ne veux pas maintenant cracher sur... mais c'était autre chose. On ne prenait pas le métier au sérieux. J'ai entendu un auteur, je ne sais pas comment ça être sérieux maintenant. J'ai entendu un auteur l'autre jour dire il faut réinventer la bande dessinée. Moi, ça me fait sursauter quand on dit ça, parce que non, elle évolue. Le cinéma évolue, mais réinventer la bande dessinée, là, je ne comprends pas. Elle évolue, on fait le roman, comment on dit, le roman, j'ai même oublié le terme, roman graphique. Voilà. Et voilà, c'est très bien, mais c'est pas réinventer, c'est simplement, elle évolue, point barre. Et on se prend beaucoup plus au sérieux aujourd'hui, et... même s'il y a des séries qui sont quand même plus... On voit du Skeleton, c'est clair que c'est pas
c'est pas du Lambil ou je vais pas parler de moi, même pas. Hein, mais bon, mais même des géants comme Franquin, Robat, Maurice, chez qui j'allais régulièrement aussi, et c'était autre chose. Et même à l'imprimerie, on me le dit quand je vais au Bon à tirer pour un album, on me dit mais les jeunes aujourd'hui sont ils sont différents. Et je ne suis pas le vieux con qui parle, hein, mais c'est simplement... je crois que tout évolue, c'est sûr. Mais je crois qu'il faut laisser évoluer et pas non plus démolir aujourd'hui. Cauvin était très touché. Il ne le montrait pas, hein, mais il est très touché qu'on le descende comme ça en flamme. Je crois comme De Funès d'ailleurs. Bon, on n'aime pas. Hein. Bon, il y a certains films de Funès que j'aime bien, qui me font rire, mais il y a d'autres que j'aime pas. Mais je veux dire que je voyais une critique la passer sur, par exemple, La Grande Vadrouille, où on disait c'est la chute du cinéma français. Bon, voilà. Alors, il y en a certains qui disent, la BD, voilà, la joie sans doute, c'est la chute de la BD belge. Voilà. En fait, tout ça pour dire que, bon, Raoul, c'était un personnage. Catherine, tu l'as bien connu. Oui. Bon, tu sais bien qu'il était hyper abordable, et voilà. Et bon, la BD, bon, c'est plus comme avant. Mais il y a plus d'auteurs aussi qu'avant. Oui, mais quand moi j'ai commencé donc en 74, il y avait, quand les sorties d'albums, je crois qu'à ce moment-là, il devait avoir 300 nouveautés, même pas par an, même pas 300. Aujourd'hui, on approche de 6000 par an. Nouveautés, ce qui est énorme. Ce qui est énorme et qui, malheureusement, mais là je sors de trucs, mais je plains les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas, parce que le marché, c'est la reine. Enfin voilà, bon, je crois que j'ai répondu à votre question. Je dirais que c'était mieux avant, mais bon, ça fait un peu... Non, mais bon, il y avait une complicité entre les auteurs, que j'ai encore avec certains auteurs. Hein. Bon, il y en a d'autres qui snobent certains, et puis on se snob, et ci et ça. Oh non, moi je fréquente pas celui-là parce qu'il dessine ça. À l'époque, on s'en foutait. Hein. Mais bon, voilà ce que je peux dire. Voilà. Je voulais juste prendre la parole quelques minutes parce que je tiens à remercier les trois orateurs. Et Daniel, je sais que il n'aime pas trop ce que je viens de lui demander, mais c'est vrai que depuis le début, quand on a eu à Mons-Livre le duo Daniel et Raoul, c'est vrai que c'était un peu la petite cerise sur le gâteau parce que même Raoul, on avait des fois peur de l'aborder, alors que quand on le connaissait vraiment, c'était vraiment aussi quelqu'un qui était très, très abordable et avec un humour qui même parfois me faisait un peu, je vais pas dire peur, mais je vais presque dire, c'était déjà en 2009, en 2019, il savait déjà un peu qu'il avait des soucis de santé, mais pas aussi importants. Et quand je lui avais envoyé le message pour l'inviter, il m'avait dit, je viens à une seule condition. Et je lui dis, laquelle, Raoul ? C'est que dans le parking, il y a un corbillard, parce que je risque de mourir à tout instant. Et c'était le genre d'humour, 15 jours, 3 semaines aussi avant qu'il ne parte. On avait encore des échanges. Écoute, je ne me vois pas venir près de toi avec ma bonbonne de gaz, parce qu'on venait de lui déposer sa bonbonne de gaz. Et c'était tous des instants comme ça. Et qu'on se dit, quand on le voit de l'extérieur, on avait peur alors qu'il était vraiment... quelqu'un qui était vraiment... Ce qui était comique, enfin, je coupe 2 secondes, mais une fois j'étais au téléphone avec lui, enfin on était au téléphone tout le temps, mais il me dit attends, il y a ma veuve qui me parle. C'est pour vous dire l'humour, mais tu sais, tu étais là quand on a tourné une capsule pour Mons-Livre. Pour avoir quelques secondes, 20 secondes, on a mis 4 heures. On a mis 4 heures parce que impossible. Soit il me lançait des regards complices, mais je le voyais sur le côté. Et on a fait d'autres capsules au restaurant, oui. Où là, je ne parviens pas à remplacer parce que j'ai un fouille continu. Et, enfin, c'était bien. Et
Et donc, je tiens à te remercier, voilà, quand même d'avoir pris la parole. Oui, c'est C'est franchement... pas évident, je savais. Oui, Et oui. donc, c'est pour ça que, voilà, Ah, oui. je voulais te remercier. Je voulais remercier aussi François Xavier, parce que là, j'ai aussi une petite anecdote avec Henri Verne. C'est que, donc, quand on l'a invité, c'était d'ailleurs le premier parrain du Salon du Livre à Mons. Et à un certain moment, donc, il était venu les 2 jours. Et après le premier jour, à un certain moment, il s'est isolé. Il était parti. Et alors, j'ai été un peu interpellée. J'ai dit, écoute, il y a un problème. Et il avait eu du mal parce qu'il avait eu une amourette qui m'avait dit qu'elle était interdite, qui s'appelait Boulette. Et à un certain moment, il était en train de dédicacer et une dame, à peu près de 35-40 ans, est venue vraiment devant lui pour une dédicace. Et au moment où il dédicace, il le dit, tiens, je dois dédicacer à qui? Et alors il dit, vous pouvez le dédicacer à ma maman qui s'appelle Boulette. Et là, il est vraiment tombé, voilà, tous les souvenirs sont revenus. Et là aussi, il s'est dit, il m'a fallu autant d'années parce qu'il n'avait jamais osé reprendre contact avec Boulette. Il me dit, j'aurais bien aimé, mais il me dit, bon, entre un amour de jeunesse et puis les années ont passé. Et elle venait de décéder, je crois, de 3 mois. Et il m'a dit, si à l'après de quelques mois, j'aurais pu au moins la re-rencontrer, il aurait été heureux. Et donc voilà, c'était aussi un homme qui était très abordable. Et c'est ça que j'aime bien. Et aussi avec Jacques, quand je vois... Jacques a toujours soutenu Mons Livre. De la première édition jusqu'à la dernière, il a toujours été présent, il a toujours été là pour Mons Livre. Il a toujours... On pouvait aussi l'appeler, c'était aussi quelqu'un d'abordable. Et donc c'est ça que je dis, derrière des grands hommes comme ça, il y a souvent des gens qui sont vraiment très humains et très à l'écoute et très attentifs aussi du public. On a parfois, comme tu dis, que ce soit des jeunes ou d'autres personnes qui ont vraiment beaucoup moins de notoriété, mais qui se prennent beaucoup plus pour des divas, qu'on n'osait même pas d'ailleurs inviter dans un salon ou quoi. Et donc, voilà, au travers de vous trois, on a quand même eu un hommage. Voilà, c'était vraiment des personnalités que je voulais vraiment mettre en valeur au Salon du Livre, parce que voilà, c'était vraiment des hommes qui ont compté dans ma vie, si on peut dire. Oui, écoute, Et voilà. Et donc, je remercie encore voilà, d'avoir permis ce petit échange. Merci. Merci.